Je vais passer petit à petit de lectures inspirantes aux situations et des personnes qui nous inspirent. Je sais qu'il y a Bruno Morel et Céline Schmitt qui sont là avec nous. Bonjour. David Robert aussi qui va modérer la table ronde. Donc je leur laisse la parole pour animer la table ronde. Une table ronde qui a pour titre « Comment interpeller efficacement et faire évoluer les politiques d'accueil ». Avec moi pour traiter de ce sujet aujourd'hui, 6 invités de marque que je remercie de leur présence. Paolo Artini, représentant du HCR en France, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Bruno Morel, directeur général d'Emmaüs Solidarité. Aruna So, qui est chef invité du Refugee Food Festival et entrepreneur. Delphine Rouillot, directrice générale de l'association France Terre d'Asile. Fabienne Lassalle, directrice générale adjointe de SOS Méditerranée. Et Pascal Brice, président de la Fédération des acteurs de la solidarité et anciennement directeur général de l'OFPRA. Nous rejoindra, retenu pour des raisons urgentes, Yann Brossat, adjoint à la maire de Paris en charge du logement, de l'hébergement d'urgence et de la protection des personnes réfugiées d'ici quelques minutes. Alors ce titre un petit peu long, sur lequel nous avons planché tous ensemble les semaines passées, comment interpeller et faire évoluer les politiques d'accueil, il fait écho à un double constat que la plupart des personnes ici partagent. Le premier, c'est que le niveau d'implication des citoyens comme des politiques sur la question de l'accueil n'est pas à la hauteur de ce qu'on attendrait. Et le deuxième, c'est que les politiques d'accueil ne sont pas à la hauteur de nos ambitions communes. De façon logique, je vais commencer à m'adresser à Paolo Artini. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes représentant du HCR en France et avant de parler de ce qui marche ou de ce qui ne marche pas, l'idée c'est de comprendre qu'est-ce qu'on attend qui marche. Vous avez travaillé, vous, en tant que représentant du HCR au sein de différents pays, des pays d'origine, des pays tiers et des pays d'accueil. Et vous avez donc, a priori, une vision un peu plus large. Comment mieux faire émerger, repérer les bonnes pratiques sur la question de l'accueil. Je me sens vraiment à la maison des réfugiés. Je me rappelle, j'y étais aussi à la dernière des réfugiés. Oui, merci. Je pense pour faire émerger les bons, la volonté de travailler ensemble, de travailler et c'est au niveau local comme au niveau global. C'est d'ailleurs l'esprit aussi du pacte mondial sur les réfugiés, l'importance de travailler tous ensemble, d'impliquer toute la société pour arriver à des solutions pour les réfugiés. On essaie de le faire aussi en France. Je pourrais mentionner par exemple un exemple concret de travail ensemble pour donner un peu notre vision du travail ensemble. Pendant la pandémie, avec tous les problèmes qu'on connaît, on a créé avec l'ADIR, le délégué interministériel pour l'intégration des réfugiés, une plateforme pour discuter les différents problèmes. Donc vous imaginez le lien social pendant le début de la pandémie, la fracture numérique, mais aussi maintenant l'inclusion des réfugiés, des demandeurs d'asile dans les campagnes de vaccination, mais aussi d'autres sujets liés à l'intégration, comme par exemple l'accès à l'emploi. Et cette plateforme est vraiment une plateforme collaborative avec plusieurs sujets associatifs, mais aussi du secteur privé, par exemple. Et je dirais, ça c'est important aussi sur la base de mon expérience dans d'autres pays, avec la participation des réfugiés, parce que la présence des réfugiés et les suggestions des réfugiés vraiment rendent beaucoup plus facile l'identification des problèmes, mais aussi l'identification des solutions aux problèmes. Donc il faut la volonté de travailler ensemble, d'avancer ensemble et une bonne participation des réfugiés. Merci.
Est-ce qu'on pourra donner un micro à François Héran qui vient de nous rejoindre, s'il vous plaît, qui est professeur au Collège de France et titulaire de la chaire Migration et Société, et qui nous fait le plaisir de venir pour cette journée. À la suite de ce que vous venez de dire, Paolo, j'ai envie de m'adresser à Pascal Brice. Pascal, pour faire émerger les bonnes pratiques, encore faudrait-il qu'il y ait un consensus sur ce qu'est une bonne pratique et un consensus politique et associatif de la société civile en général pour partager ces bonnes pratiques. Et je crois que là-dessus, nous avions échangé sur le fait qu'il manquait sans doute des éléments politiques ou techniques pour avoir envie de ce partage pleinement. Ce qui me paraît certain, et Paolo vient de l'évoquer, le lieu où nous trouvons aussi chez Emmaüs, cette maison des réfugiés en illustration. Notre société, notre pays sont pleins de ces capacités à inventer, à construire, à porter l'accueil. Et ça, c'est extraordinairement précieux. Et moi, je le vois partout en tant que président de la Fédération des acteurs de la solidarité, partout où je me rends, comme lorsque j'étais directeur de l'OFPRA, partout dans le pays, c'est à l'œuvre. Et c'est à l'œuvre dans un pays où vous avez à la fois ces enthousiasmes-là, qui sont soit des enthousiasmes bénévoles dans les associations d'hommes, de femmes de ce pays qui s'engagent, soit de professionnels, de travailleurs sociaux qui sont présents. Et puis nous savons que nous sommes dans un moment de la vie de notre pays, c'est pas seulement français, hein, où on a des tensions de nature sociale et culturelle qui font qu'une partie de la population s'interroge, voire même et parfois dans certaines formes d'inquiétude. Et c'est donc fort de réalités qui sont celles de l'accueil, de principes, de principes juridiques, d'expérience, de capacité à porter, qu'il nous faut, et aussi de lucidité par rapport à ce qui traverse la société française, que nous pouvons effectivement prendre appui sur ce qui se fait, sur ce qui se construit. Parce que moi, ce qui me frappe, c'est que lorsque vous parlez aux uns et aux autres, et notamment celles et ceux qui peuvent être un peu sujets à des formes d'inquiétude à l'égard de la place des étrangers dans le pays, lorsque c'est quelque chose de très lointain, ça paraît effrayant. Parce que ça donne l'impression que ce sont des phénomènes qui seraient difficiles à appréhender à titre individuel. Lorsque vous êtes dans la réalité de ce qui se fabrique, y compris avec des gens qui peuvent être initialement dans l'interrogation, lorsqu'un lieu d'accueil s'installe quelque part, vous voyez que très vite, parce qu'il y a les bénévoles, parce qu'il y a les travailleurs sociaux, parce qu'il y a les élus, les choses se construisent et avancent. Donc effectivement, ce sont des points d'appui extraordinairement puissants. Dans cette logique, je voulais poser une question à Delphine Rouillot, directrice générale de France Terre d'Asile. On parlait, pour préparer cette conférence, du fait que parfois la mise en concurrence des associations était en soi un problème pour pouvoir faire émerger des bonnes pratiques et travailler un partage de l'information bien meilleur. Associatif que je suis, je peux confirmer que les pratiques de l'État qui consistent effectivement de plus en plus à chercher ces mises en concurrence pour des raisons financières et sans doute avec une volonté d'en profiter pour sélectionner les plus opérants, les plus pertinents, elle consiste aussi à laisser un peu chacun conserver ses bonnes idées et ses bonnes pratiques pour savoir se positionner. Et donc on est dans un paradoxe un peu, c'est-à-dire qu'en même temps on échange beaucoup, il y a beaucoup de cadres d'échange et la face en est évidemment un majeur, mais je pense qu'il ne faut pas non plus se cacher le fait que malheureusement les modalités de mise en concurrence se sont, je pense, se font un peu au détriment de l'intérêt général parfois. Merci. Peut-être que Bruno, à ce titre-là, vous pourriez intervenir. Bruno Morel, directeur général d'Emmaüs Solidarité. On est dans un lieu particulier aujourd'hui, d'une part, et d'autre part, comment Emmaüs, à son échelle, Emmaüs Solidarité, peut travailler justement ces critères incitatifs à la collaboration interassociative. Oui, bonjour. Sur tout ce qui a été dit avant, on a bien vu qu'il y avait besoin à la fois de combattre cette idée de mise sous concurrence et puis l'envie aussi peut-être après ce qui avait été la crise des migrants, qui n'a pas été une crise des migrants, qui est une crise du non-accueil, de montrer un peu des expériences positives. Si on refait, on ne va pas faire l'histoire depuis 2015, mais il y a eu, Pascal l'a évoqué, il y a eu à la fois des formidables mobilisations et des formidables, au sens vrai du terme, rejets. Et nous, on a eu envie, avec
le soutien de la ville de Paris, de faire un lieu qui soit un lieu positif et qui fasse émerger ce qu'on peut faire ensemble, et une fois encore en dehors de concurrence et aussi en dehors d'un domaine clos qui serait que le domaine clos des associations. Donc l'idée de la Maison des Réfugiés, ça a été de créer, maintenant il y a 2 ans, un lieu ressource qui va regrouper les Parisiens, les assos, les étudiants, mais surtout les personnes victimes de parcours d'exil et qui y trouvent une réponse. Si on prend tous les sujets qu'on peut traiter ici, qui sont l'accès à la culture, au sport, à l'intégration professionnelle, au loisir, et l'objectif qui est en fait une intégration réussie, c'est vraiment l'idée de dire que ces gens qui ont vécu des parcours très difficiles ont des talents, ont des savoir-faire, et qu'il faut les valoriser. Voilà ce qui a un peu construit cette maison des réfugiés, qui n'est pas la maison des réfugiés de telle ou telle association, mais qui est la résultante des talents de plein de gens et de plein d'acteurs. Pascal, comment on fait d'un point de vue technique, économique, réglementaire, pour faire en sorte que les associations collaborent au lieu d'être en concurrence les unes avec les autres? Est-ce qu'on a des pistes politiques là-dessus? Je ne vous cache pas que je ne crois pas que ce soit le problème majeur. Je vais répondre, il faut y travailler. Mais je pense que dans le moment dans lequel nous sommes, ça ne me paraît pas être le plus compliqué. Je dirais même d'ailleurs que ce qui est parfois le plus compliqué, ce qui est un défi pour nous tous, parce que je l'ai vu un peu partout, c'est la capacité ou la difficulté que nous avons parfois à faire travailler les professionnels et les bénévoles. Ça, c'est un enjeu pour nos associations. Parce que parfois, on voit des associations qui sont très professionnelles, à tous les sens du terme, et qui, du coup, ont du mal à faire la place à l'irruption citoyenne de bénévoles qui sont là et qui ont envie de donner des cours de français, de participer à une alimentation de qualité. Donc ça, c'est un enjeu pour nous tous sur lequel notre fédération travaille activement. Et je crois que c'est là l'un des enjeux qui s'impose. Pour le reste, il y a un point, effectivement, qui, à mes yeux, pose un problème très lourd dans la période dans laquelle nous sommes, qui est la tentation de la part de l'État, mais qui va au-delà de la question de l'accueil des étrangers. C'est ce que nous vivons dans toutes nos associations dans la période. La tentation de ne pas donner les moyens de l'accompagnement social, de faire en sorte que l'on finance, lorsque c'est le cas, le toit, et c'est très important, et personne ne le nie, mais en oubliant que ce qui se joue, c'est à travers l'investissement social durable, la capacité d'accompagner vers des solutions et vers un retour à la vie aussi normale que possible, lorsqu'on parle en particulier de personnes qui ont connu l'exil. Et ça, effectivement, dans ce contexte-là, vous avez des formes de concurrence qui existent, et je ne vous cache pas qu'en tant que président de la Fédération des acteurs de la solidarité, je suis engagé avec nos adhérents dans un refus de cette tentative de mettre en concurrence les uns et les autres pour avoir une espèce de spirale à la baisse des financements qui sont indispensables. Voilà, donc de ce point de vue-là, effectivement, ce sont des démarches dans lesquelles nous sommes engagés. Et pourtant, on ne peut pas effectivement nier le fait qu'à partir du moment où vous mettez en concurrence des associations, il y a un phénomène de marché qui se crée, et qui dit marché dit secret industriel. Et a priori, quand on pense intérêt général, il ne devrait pas y avoir de secret industriel, mais partage maximal. Est-ce que la fédération travaille sur des pistes justement pour créer, je ne sais pas, des nouvelles formes de financement ou d'entente entre associations pour sortir de ce système concurrentiel? C'est l'objet même de notre fédération. Mais vous savez, moi je crois à la diversité de ce qui s'invente, de ce qui se crée, de ce qui se fabrique, y compris dans la difficulté entre bénévoles et professionnels. Et donc c'est tout cela que nous devons porter collectivement. Et encore une fois, lorsqu'il s'agit de financement public, parce que les financements dans ce domaine sont essentiellement publics, il est important que nous soyons cohérents les uns et les autres et que nous veillons à ce qui est une forme parfois de concurrence saine, c'est-à-dire que parfois ça fait du bien, mais qu'en tout cas ce ne soit pas au détriment de la capacité à porter un accompagnement social, parce que notamment pour la question des réfugiés, vous le savez bien et on le sait ici les uns et les autres, la question c'est comment accompagner les personnes vers l'apprentissage de la langue, la formation professionnelle, l'emploi, le logement, et là effectivement les concurrences sur le niveau des financements, c'est un vrai problème. Ces bonnes pratiques qu'on essaye de faire émerger au-delà d'un caractère de concurrence, elles doivent faire émerger des consensus sur les manières de fonctionner d'un point de vue global, national, mais aussi d'un point de vue local. J'ai envie de me tourner vers Fabienne Lassalle, directrice générale adjointe d'SOS Méditerranée. Merci d'être avec nous. Fabienne, dans un climat qui est très polarisé politiquement, on l'a dit, n'y a-t-il pas un défi à relever pour
contrer les identitaires sur leur propre terrain et faire émerger un consensus plus large que celui qu'on s'autoriserait spontanément sur la question de migration? Alors, effectivement, tout d'abord, merci de m'accueillir aujourd'hui, puis peut-être de redire comment j'ai ma place aussi sur cette table ronde, parce que quand on a une organisation de sauvetage en mer, eh bien, c'est peut-être nous qui offrons le premier accueil, puisque consiste à offrir le pont d'un navire pour secourir ces personnes. C'est à ce titre que je suis ici aujourd'hui. Pour trouver ce consensus, effectivement, le sujet de la migration, il est extrêmement complexe, on le sait, il recouvre de multiples problématiques. Ça commence par les pays de départ, leur situation, c'est toutes ces routes migratoires avec tous les drames et les embûches qu'on va y trouver, et ensuite, et en effet, les pays d'accueil. Nous, chez SOS Méditerranée, on a véritablement fait le choix de se concentrer sur ce que l'on sait faire, à savoir le sauvetage en mer, et de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est qu'il y a des personnes qui tentent de traverser la Méditerranée parce qu'elles cherchent à fuir des conditions inhumaines, et qu'elles meurent en mer parce que personne ne vient les secourir. Donc, il y a une évidence derrière tout cela, c'est qu'il faut tendre la main, et cette aide, elle est inconditionnelle. C'est un devoir moral, c'est un devoir éthique que de venir secourir celles et ceux qui sont en détresse, et que l'on nous a d'ailleurs savamment rappelé ces derniers mois pendant la pandémie, pour nous dire qu'effectivement, il faut sauver coûte que coûte toutes les vies, et même on nous a expliqué que quoi qu'il en coûte. Eh bien, c'est exactement la même chose. Que ces personnes, qu'elles soient en détresse à terre ou en mer, il faut les secourir. Et là, le consensus, on le retrouve, parce qu'on est sur des valeurs essentielles qui sont les nôtres. Comment on passe d'un consensus quasi évident, on ne laisse personne mourir en mer, à un consensus beaucoup plus large sur la question de la politique d'accueil, consensus que parfois, par peur de faire instrumentaliser par les extrêmes différents discours, on a peur de faire? Delphine Rouillot. Je pense qu'il existe une forme de consensus sur le fait que, une fois que les personnes sont en France, qu'elles ont un titre de séjour, qu'elles ont vocation à s'intégrer, il faut faire des efforts pour les intégrer. Donc l'enjeu du dissensus, du lieu de désaccord, il vient en amont, il vient en fait sur la légitimité même du parcours migratoire, sur est-ce que les personnes qui arrivent en France sont légitimes à avoir voulu traverser la Méditerranée, traverser les Alpes, etc. Et donc moi, il y a peut-être deux points sur lesquels je voudrais insister. Le premier, c'est que tant qu'on aura des États ou l'Union européenne qui continueront à tolérer des violations régulières des droits de l'homme, on alimentera en réalité ce sentiment. Ici, un petit problème de micro. Le son en Facebook sort très bon, c'est juste le retour qu'on a un petit problème. Donc tant qu'on aura ces pratiques qui sont tolérées par les États, tous les discours qui consistent à remettre en question la légitimité même de la route migratoire seront d'une certaine manière tolérés, autorisés, acceptés, et trouveront un espace pour prospérer. Donc je pense qu'il y a une responsabilité politique nationale indispensable, internationale indispensable. Et puis après, sur la question de l'intégration et du consensus chez nous, le sujet derrière, c'est comment est-ce qu'on arrive à recréer un consensus sur l'importance d'intégrer dès le premier jour d'arrivée sur le territoire. Il y a aussi une conviction très forte des pouvoirs publics qui est de dire, en fait, tant que la personne n'est pas en situation régulière sur notre territoire, elle n'a pas forcément vocation à rester, elle a peut-être vocation à repartir, et donc aucun effort ne doit être fait qui tourne autour de la problématique de l'intégration, l'apprentissage du français, tout ce qui peut permettre derrière aux gens de se sentir bien. Et donc je pense que le deuxième effort sur lequel il faut beaucoup insister, c'est sur ça, c'est sur faire que dès le premier jour de l'arrivée sur le territoire, on ne prépare pas forcément les gens à repartir, mais on accepte de dépasser un peu l'hypocrisie des pouvoirs publics qui oublient que l'essentiel des gens finissent par rester. Harouna Sow, merci d'être avec nous. Si on peut avoir un technicien qui va vérifier le retour son, s'il vous plaît, où on a un petit problème sur le micro de Delphine. Je précise que le son est bon pour la diffusion en ligne, c'est uniquement le retour salle. Harouna Sow, vous êtes chef invité du Refugee Food Festival, vous êtes entrepreneur, et en préparant cette conférence, vous m'avez dit, évidemment, en reprenant un peu ce que Delphine vient de dire, il y a de la pédagogie à faire sur le sujet, mais il faut le faire sans doute en liant l'immigration aux autres données économiques. Et vous prenez évidemment, en tant que chef cuisinier, l'exemple de l'alimentation. Est-ce que vous pouvez nous donner une image de ça? D'abord, merci de m'avoir invité. Pour une fois, je suis chez moi, parce que j'ai vécu dans plusieurs pays où je ne me sentais pas chez moi. Ici, c'est notre maison.
Et aussi pour moi, c'est important quand on parle d'aider les personnes, qu'ils soient présents, qu'ils peuvent donner leur avis. Malheureusement, en France, on ne demande pas notre avis. On part sur les plateaux télé ou dans des débats où on parle des questions de réfugiés sans que ces personnes puissent avoir un droit de réponse. Et aussi, ce qui est important pour moi, parce que je parle de mon parcours, quand je suis arrivé en France, on m'a tout indiqué mes droits, sauf qu'il n'y a personne qui est en face de moi qui m'a dit « Harouna Sow, vous êtes en France, vous avez des devoirs ». Je pense que d'abord, sur ce point-là, il faut le souligner quand les personnes ils arrivent, il faut les montrer, il faut bien les indiquer qu'ils ont des devoirs comme tous les citoyens, pas que des droits. Et sinon, tout de suite, on tombe à revendiquer des droits sans pouvoir offrir nos devoirs. Et aussi, quand tu m'as invité, moi, je dis le problème de l'immigration, de l'exil, ce n'est pas juste les guerres qu'on voit à la télé. Peut-être c'est les sujets qui choquent, parce que les gens ils pensent quand on est réfugié, on est juste... dans nos pays, il y a des guerres, sauf que il y a des pays en Afrique de l'Ouest où il n'y a pas de guerre, sauf le Mali maintenant ou Burkina Faso récemment. Il y a des enfants comme moi ou comme d'autres qui sont victimes de cette politique qu'on vote ici en Europe sans savoir que ça peut forcer à certaines personnes à partir en exil. Moi, je n'étais pas victime de cela, j'étais victime des valeurs de société qui existent en Mauritanie et au Sénégal, parce que quand j'étais né, mes parents ils travaillaient, mais sauf que j'étais né hors mariage. Donc c'était très difficile d'avoir un acte de naissance quand on est né hors mariage. Donc toutes ces personnes-là qui grandissent au Sénégal, au Mali, qu'on ne voit pas, qu'ils ne peuvent pas se recenser. Et il n'y a pas des associations comme ici en France qui peuvent les guider pour qu'ils puissent avoir des actes de naissance, des cartes d'identité, donner leur opinion. Et aussi, sinon, il y a certaines lois qu'on vote ici autour de l'alimentation. Par exemple, le lait, le riz. On vote des lois pour créer des consensus, pour créer des traités avec des pays ouest-africains ou autres, qu'on exporte tous ces œufs et eux qu'ils ne puissent pas produire eux-mêmes leurs denrées alimentaires. Donc les personnes ils se retrouvent sans travail. Donc les personnes qui se retrouvent sans travail, ils sont faciles à être manipulés par les terroristes, par des autres personnes et qui sont tentés par le départ en exil parce qu'ils ne puissent pas avoir un gain de pain chez eux. Donc c'est pour ça. Donc, si je vous suis, il y a une question de consensus qui doit être faite aussi à l'échelle des États sur des problématiques non directement liées à la migration, comme par exemple l'import-export de denrées alimentaires qui est évidemment fondamental, et que ce consensus entre pays devrait aussi favoriser, parce que c'est la clé de la migration, avec les transferts d'argent, transferts de denrées, etc., devrait aussi favoriser un consensus sur le sujet plus précis de la migration. Pour parler de consensus sur le sujet de la migration, j'ai envie de me tourner vers François Héran, qui est l'historien aujourd'hui. François Héran, merci d'être avec nous. Pour les auditeurs qui n'ont pas eu cette chance, je vous invite à écouter sa leçon inaugurale au Collège de France. Il est titulaire de la chaire Migration et Société. François Héran, à quel point le consensus sur les politiques d'accueil a été, par le passé, une réalité historique ? Oh, il n'y a jamais eu vraiment de consensus, hein. Il y a toujours eu des discours extrêmement divisés et tranchés. Bon, bien sûr, il y a eu quelques moments très précis. À la fin des années 20, il y avait un déclin démographique qui chagrinait vraiment tout le monde et on était à peu près le seul pays en Europe qui manquait de bras. Donc c'est là qu'il y a eu la fameuse loi de naturalisation de 1927, la plus généreuse qu'on ait jamais eue. Mais en même temps, toutes sortes de voix disaient, bon, on en a besoin pour la démographie, pour combler les pénuries de main-d'œuvre, mais quand même, il ne faut pas recruter n'importe qui, attention. Et il y avait toute une hiérarchie des pays, des races, disons, qui figuraient même dans l'exposé des motifs de la loi de 1927. Hein. C'est assez. Enfin, dans l'explication fournie par le ministre de la Justice, plus exactement. Et puis, au lendemain de la guerre, quand on ne savait pas encore quelle était l'ampleur du baby-boom, donc fin 45, extrême début 46, Alfred Sauvy dit « Mais on a absolument besoin de rééquilibrer la pyramide des âges, on a pas seulement besoin des immigrés
pour l'économie française, pour reconstruire le pays, mais on en a besoin aussi pour assurer à long terme les équilibres démographiques. Et donc, il faut aussi des familles avec enfants, etc. Ce qu'a dit un peu François Et Bayrou puis, il y a quelques jours dans son voilà, rapport par ailleurs. Sauf qu'un an après, on mesurait l'ampleur du baby-boom et ce discours a à peu près disparu. Et voilà. Mais je voudrais parler de la période récente, toute récente. Enfin, vous savez qu'il existe des enquêtes, une des plus connues, c'est Fracture française, qui est faite par des gens de Sciences Po et qui, depuis déjà une douzaine ou une quinzaine d'années, pose des questions terribles. Est-ce que selon vous, il y a trop d'immigrés? Est-ce que vous êtes d'accord avec la phrase selon laquelle les immigrés, de manière générale, ne font pas d'efforts pour s'intégrer? Et en gros, on voyait depuis un certain nombre d'années la part des Français convaincus que les immigrés ne font pas assez d'efforts pour s'intégrer progresser et monter de 50% à 60%. C'était le chiffre où on en était avant la crise du Covid. Et un des effets intéressants de la crise du Covid, c'est que soudain, ce chiffre a plongé de 10 points en une seule année, chose jamais vue dans l'histoire de cette enquête, parce que les gens se sont aperçus que, tiens, les immigrés avaient peut-être des rôles essentiels, ou critical workers, ou essential workers, comme on a dit en anglais. Et là, il y a une prise de conscience très intéressante. Donc, c'était une sorte de choc ou d'expérience, comme disent les économistes, qui a fait mesurer. Donc, je pense que ça veut dire qu'avec de la pédagogie, parce qu'il faudrait évidemment que cette expérience soit elle-même commentée, comme je suis en train de le faire très rapidement, et ça s'accompagne aussi d'un discours officiel, de prise de position publique qui commente ça et qui disent, ben, vous voyez, quand on est dans des situations critiques, on s'aperçoit que les immigrés sont essentiels. Alors, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas dire que l'immigration est essentielle, nécessaire en soi, parce que la vérité, c'est qu'il y a toute une partie de l'Europe, disons l'Europe centrale, anciennement communiste pour faire vite, qui n'a quasiment pas d'immigration et qui fonctionne sans immigrés. Mais nous faisons partie des démocraties libérales qui fonctionnent pleinement avec l'immigration. L'immigration est une composante qui est non seulement devenue banale et ordinaire de nos sociétés, mais c'est une composante qui est désormais essentielle. Et cette prise de conscience, on est encore très loin de l'avoir et surtout de faire tous les efforts, je dirais, dans la classe politique. Les chercheurs aussi doivent y travailler, à faire en sorte que la prise de conscience de ça progresse. Alors, il y a une prise de conscience, effectivement, de l'importance structurelle du rôle des immigrés dans notre économie. Et puis, il y a aussi une prise de conscience sur le nécessaire élan de solidarité dont on a besoin sur des moments aigus. Et là, je me retourne vers Fabienne Lassalle et je dis, en 2015, il y a une photo qui a fait le tour du monde, la photo d'un enfant mort sur une plage en Turquie, qui a créé un immense élan de solidarité. Là, j'ai envie d'interroger Fabienne Lassalle et Delphine Rouillot en parallèle. Est-ce que l'enjeu, c'est de créer un nouvel élan de solidarité comparable à celui de 2015? Ou est-ce que l'enjeu, c'est de sortir la question de la politique d'accueil d'un simple élan de solidarité pour en faire un élément, je dirais, citoyen de façon plus large? Fabienne, si vous voulez commencer. Oui. Si on s'en tenait à l'image du petit Elan, qui effectivement a eu un effet choc au sein de l'opinion publique, et j'en sais quelque chose puisque quelques jours avant cette photo qui a fait le tour du monde, nous lancions SOS Méditerranée, et à n'en pas douter, ça a boosté aussi la prise de conscience et le soutien que nous avons pu rencontrer dès le début. Cependant, je ne suis pas sûre qu'on soit obligé d'en passer par des événements chocs, des images chocs, pour pouvoir amener à cette solidarité et à ce soutien et à cette sensibilisation du grand public. J'en veux pour cause, nous, c'est par exemple pas notre choix. On n'a jamais utilisé, on n'utilisera jamais des photos sensationnalistes et on s'y refuse. Il en va de la dignité humaine et de la reconnaissance de l'humanité de ces personnes, et on ne cherche pas à exploiter cette détresse. Donc ça, jamais vous le trouverez dans notre communication. Et cependant, on n'a pas pour autant baissé les bras sur la nécessité de sensibiliser. Et je dirais que même dès le démarrage de l'association, alors même que nous n'avions pas de bateau, nous allions déjà dans les écoles pour faire du témoignage, qui est le deuxième pilier de notre mission, pour aller expliquer aux élèves ce qui se passait en Méditerranée et
offrir aussi par là même des histoires, des parcours pour donner tous les visages de cette migration et donc aider à son assimilation, son intégration. Et à ce jour, au bout de 6 ans, c'est plus de 40 000 élèves, par exemple, qui ont été sensibilisés dans les écoles. Et c'est, je le dirais, très efficace. Et le soutien que l'on rencontre au sein de la population le démontre. Donc on n'est pas obligé de passer forcément par le choc. Delphine, vous diriez que ce combat se fait à l'échelle d'une génération ou plus, mais qu'il n'y a pas de solution à court terme pour travailler justement au-delà des images chocs, des élans spontanés citoyens forts? Je dirais d'abord que je pense que le seuil de tolérance se déplace dangereusement et que ce qui s'est passé en 2015 et les images du petit Elan, on en a revu récemment dans les médias et ça n'a pas du tout déclenché le même effet. Qu'il se passe dans la Manche aujourd'hui, il y a des gens qui prennent des bateaux depuis la France pour aller en Angleterre et que ça ne dérange personne. C'est-à-dire que ce qu'on voit en Méditerranée, ça existe dans une échelle évidemment bien moindre entre la France et l'Angleterre et qu'on laisse, d'une certaine manière, on laisse faire. Donc je pense que de toute façon, on ne revivra pas l'élan de 2015 et qu'effectivement, l'enjeu, il est davantage de se demander comment est-ce qu'on fait perdurer cet esprit de solidarité qui a donné lieu à quand même une mobilisation extraordinaire. Enfin, je veux dire, il y a eu énormément de gens qui, je pense, ne se seraient jamais imaginés s'intéresser à ces questions-là, s'engager sur ces sujets-là, et qui ont accueilli, voilà, nous on a développé un programme de parrainage citoyen. Je pense que toutes les associations, et beaucoup d'associations sont nées même à cette époque-là. Mais voilà, et donc le sujet c'est comment on fait vivre. Alors effectivement, il y a la pédagogie. Moi, je crains malheureusement que quelques heures de sensibilisation, enfin c'est indispensable, mais quelques heures de sensibilisation à l'école suffisent pas à contrer une vie entière entourée d'un discours d'intolérance, malheureusement. Donc il y a des choses qui sont peut-être un peu plus structurelles encore que ça à construire. Mais en tout cas, je pense que 2015, c'est derrière nous et que l'enjeu maintenant, c'est la forme de sécurisation de tout ce qu'on a au moins réussi à engranger pour ne pas perdre ça. Paolo Artini, représentant du HCR en France, quelles sont les images que l'on a, quels sont les exemples que vous pouvez donner en France ou à l'étranger de communication qui ont fonctionné, qui ont créé des élans importants en dehors justement des images chocs qu'on a pu connaître en 2015 par exemple? Merci. Je voudrais revenir à l'image choc de Aylan parce que j'étais en Turquie en 2015 à cette époque et effectivement le public s'est identifié avec cet enfant parce qu'il a vu, voilà, c'est un enfant comme les autres. Et pour rebondir sur ce que François Héran disait sur la pandémie, aussi la pandémie a aidé d'une certaine façon à s'identifier avec les autres, à avoir la conscience d'être tous ensemble. Les réfugiés bénévoles qui travaillent avec nous disent, voilà, pour la première fois, on s'est senti égaux devant quelque chose qui touchait tout le monde. Mais je pense au-delà des images qui après ils ont la tendance à ne pas avoir un effet durable, à être oubliés, ce qui est important c'est la conscience et la bonne information, c'est-à-dire par exemple, quand je dis que la plupart des réfugiés, en effet, sont accueillis dans des pays en développement ou tout près des situations de crise, déjà, le public n'est pas tout à fait conscient de cette réalité. Quand on dit que les personnes arrivées en Europe en 2021 sont moins que 40 000 au niveau des arrivées par la Méditerranée, il y a une grosse surprise. Et il faut travailler, et malheureusement, avec un gros problème de mauvaises informations et de manipulation de l'information pour présenter le cadre d'une façon qui n'est pas vraie et objective. Même les sujets plus simples comme il faut sauver des vies en mer et surtout après les avoir sauvés, il faut trouver une place sûre pour faire le débarquement. Déjà ça, c'est un sujet de discussion énorme au niveau européen quand ça devrait être un sujet simple à régler à travers des mécanismes prévisibles. Donc oui, les images peuvent nous aider à nous identifier avec l'expérience des réfugiés qui est en soi choquante pour les réfugiés, avoir quitté le pays à cause de la guerre et de la persécution. Mais il faut, oui, un travail d'information et des témoignages et des rencontres, parce que je suis totalement d'accord que c'est la rencontre avec les réfugiés, l'expérience directe, après qui va changer l'opinion, la donnée et la perception du problème. François Héran, dans l'histoire, quelles ont été les périodes de polarisation historique très fortes
Et est-ce qu'on peut mettre en relation le moment où le débat s'apaise et où une certaine forme de vérité ou de consensus revient sur la migration? Donc on parle un peu d'historiographie de la migration. Dans cette histoire-là, est-ce qu'on peut, comme ça, en regardant le passé, analyser un petit peu les éléments politiques notamment qui pourraient nous faire revenir à un apaisement sur cette question? Il est certain que les attitudes négatives envers l'immigration, elles sont très très liées à des périodes de crise économique. Il y a la grande crise économique de la fin du 19e, alors que pendant tout le Second Empire, la migration avait doublé, parce qu'il fallait qu'on rattrape notre retard industriel vis-à-vis de l'Angleterre. Il y a eu la nécessité de reconstruire le pays après les guerres mondiales, et là les guerres ont nécessité l'apport pendant les guerres et surtout après de l'immigration. Il y avait un relatif consensus là-dessus, mais la crise des années 30 a tout changé. Et à ce moment-là, on a renvoyé Manu Militari, notamment les Polonais qu'on avait fait venir pour les mines et les industries textiles. Donc c'est assez frappant de voir la rapidité avec laquelle la classe politique, les opinions publiques se retournent. C'est quand même très volatile quand on regarde ça au cours de l'histoire. Et puis, on voit très bien aussi que la crise économique à partir de 73-74, enfin la crise du pétrole, etc., a permis à certains, aux fonctionnaires notamment, de prendre des mesures qui étaient destinées à contrer l'immigration, notamment l'immigration de travail des Maghrébins. Enfin, c'est une affaire qui maintenant est bien connue. Donc oui, il y a des époques où, dans les périodes de croissance, de reconstruction, eh bien, on demande aux entreprises de recruter les migrants. Et puis, dans d'autres périodes, finalement, c'est l'État, ou alors maintenant, c'est le droit, d'une certaine manière, qui recrute la migration. Et ça, c'est assez nouveau quand même, depuis, en gros, le début des années 80, la fin des années 70. Et ça, c'est une grande question. Qui recrute les migrants? Est-ce que c'est des entreprises? Est-ce que c'est l'État? Est-ce que c'est un peu un mécanisme, un personnel juridique, mais auquel, évidemment, sous la vigilance des associations, du système juridique, etc., il y a toujours un peu une tension entre ces trois ressorts de la migration. Et aujourd'hui, on est très nettement... heureusement qu'il y a la vigilance des associations et des juristes pour que le droit international puisse fonctionner, parce que quand même l'essentiel des immigrés qui s'installent chez nous en France le font dans une logique rights-based, basée sur la logique des droits, et pas une logique utilitariste. C'est une des grandes conséquences de l'interruption de la migration de travail en 1974, une conséquence inattendue, c'est qu'en stoppant, en interdisant l'immigration de travail directe, elle est devenue indirecte évidemment, eh bien on a rompu avec la logique, la vision utilitariste de la migration. Et finalement, le droit a pris la place de l'intérêt, en quelque sorte. Et maintenant, il est très difficile, même pour des associations. Souvent, on venait me demander, quand j'étais directeur de l'Institut d'études démographiques, M. Hirant, est-ce que vous auriez des arguments pour justifier l'immigration, des arguments démographiques ou économiques, deux variantes de l'utilitarisme. Et moi, je disais à certaines des associations qui m'interrogeaient, écoutez, vous avez un autre registre d'argumentation qui est le droit. La plupart des migrants, maintenant, qui viennent en France, viennent parce qu'ils en ont le droit. Et c'est ça, je pense, qu'il faudrait déployer comme argumentation, au lieu de... Et je suis assez gêné, je dois dire, par une variante un peu utilitariste ou mécanique, etc., qui est très très puissante actuellement dans l'image, c'est l'immigration climatique. Il y aurait soit des espèces de migration démographique, les pays surpeuplés viendraient se déverser dans les pays sous-peuplés, les pays trop féconds dans les pays pas assez féconds, dans le désert européen, etc. Quand vous regardez la logique des flux internationaux, c'est absolument pas ce qui se passe. Vous avez des pays complètement déprimés du point de vue démographique, comme les pays des Balkans, l'Europe centrale, etc., qui, loin d'attirer des migrants, ont parmi les taux d'émigration les plus forts au monde. 20, 22%, 25% de la population de ces pays vit à l'étranger. Et inversement, vous avez des zones avec des taux de fécondité très élevés, mais qui émigrent en réalité très peu, qui émigrent surtout dans les pays voisins. Toutes les métaphores que nous avons, ces images très simples, qui est que le trop-plein va se déverser dans
le vide, etc., que aussi ce seraient les pays les plus pauvres qui nécessairement migreraient vers les pays les plus riches. Tout ça est complètement démenti par la réalité. Il y a d'autres mécanismes, et en réalité, les pays qui émigrent le plus actuellement dans le monde, c'est les pays qui sont à un niveau moyen de développement, qui ont à la fois les aspirations à migrer et les moyens de leurs aspirations. Et là-dedans, vous avez le Mexique, hein, vous avez la Géorgie, vous avez l'Afrique du Nord, bien sûr, vous avez toute une série de pays, et ce sont ces pays-là qui, de loin, migrent le plus. Donc on voit bien qu'il y a un décalage entre la réalité que vous décrivez et le narratif. Et en préparant cette conférence avec Pascal, Pascal, vous disiez ce qui s'est passé à Besançon avec ce boulanger qui s'est battu pour pouvoir obtenir gain de cause et garder son apprenti compétent. C'est ce type d'élément qui est susceptible de changer le narratif. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire levier sur ce type d'événement de la même manière que les identitaires vont faire levier sur d'autres événements dramatiques pour attiser la peur? Sans doute parce que nous sommes dans l'un de ces moments historiques que François Héran a très bien décrit comme nous l'avons connu dans le passé. Ce qui d'ailleurs devrait tous nous conduire à une vigilance extrême et une mobilisation extrêmement puissante, parce qu'on sait où ça peut nous mener. Et on est sans doute dans ce moment-là. Vous parliez de consensus tout à l'heure. Moi, je me dis depuis un moment qu'il faudrait que nous essayions de trouver un consensus entre celles et ceux qui, dans ce pays, je pense qu'ils sont très nombreux, en fait, ne cherchent pas à instrumentaliser l'immigration. Je commence à me dire que la difficulté avec l'immigration, c'est quand on commence à dire qu'au fond, on a une vision de la France à travers l'immigration. J'ai envie de prendre les choses très à plat, à la fois sur le plan, comme le disait François Héran, du droit, de quelques principes fondamentaux. Notre pays n'a jamais transigé sur l'asile. Moi, j'ai retrouvé avec émotion trace de ce moment qui est quand même probablement le pire moment de l'histoire de ce pays, l'armistice de 1940, où les négociateurs français ont pratiquement tout accepté, sauf de livrer les réfugiés à l'occupant nazi. Vous voyez, enfin, si à ce moment-là, ce négociateur-là dit là-dessus, ce sera non. Bon, là, il y a quelque chose d'extraordinairement puissant qui est là et qui doit rester là et qui doit pouvoir faire consensus à partir du moment où on l'inscrit dans la réalité. Et on l'inscrit dans la réalité comment, me semble-t-il, au vu de ce que je vois depuis maintenant près de 10 ans un peu partout dans ce pays. C'est non seulement en insistant sur ce qui relève de la dignité d'hommes, de femmes et d'enfants, celles et ceux qui déjà arrivent sur vos navires lorsqu'ils y arrivent, mais aussi celles et ceux qui les accompagnent, parce que quand les uns sont dans l'impasse, les autres sont dans l'impasse, les bénévoles, les travailleurs sociaux sont dans la même impasse. Donc c'est une question de dignité. Mais moi j'insiste beaucoup, parce que comme je sens à tort ou à raison, et François me démentira peut-être, j'ai l'impression qu'on est à nouveau dans l'une de ces périodes de l'histoire où les aspirations à l'ordre, d'autres diraient les pulsions d'ordre, sont très puissantes. Mais moi je dis que ce qui passe pour des discours et des postures d'ordre sur la question de l'accueil des étrangers, en réalité, sème le désordre. Quand on laisse les gens à la rue, quand on laisse se former des campements, quand, comme je le constate partout dans les associations membres de notre fédération où je me rends, je vois que des gens auraient droit au séjour et n'y ont pas accès. On alimente le désordre. Et donc, il me semble que c'est comme ça que nous pouvons travailler, à la fois sur les questions de dignité, sur des solutions qui sont en situation d'apporter de l'ordre dans ce pays, à la fois par le respect du droit et de quelques principes fondamentaux, et effectivement aussi, au risque de l'utilitarisme, tout simplement parce que ce qui se joue également, c'est le devenir de notre économie. Et notamment parce que je vois effectivement partout des commerçants, des artisans, des entrepreneurs qui souhaitent embaucher, qui ne peuvent pas faire, et qui notamment, par exemple, on connaît tous partout, dans nos villes et nos villages, des jeunes gens étrangers, qui sont formés, qui pourraient bosser. Le patron est là. Vous avez vécu cela dans l'alimentation. C'est très présent dans le secteur de la restauration, mais aussi dans d'autres. Il y a du travail. Et donc, je pense que c'est comme ça que nous pouvons, à partir de cela, en étant lucides sur ce qui travaille la société française, comme à d'autres époques de notre histoire, en étant puissants sur certains principes, rechercher ces formes de consensus tranquilles, en partant de cela quelques principes fondamentaux et quelle réalité économique et sociale qui font qu'on doit pouvoir avancer dans un moment qui est quand même extrêmement préoccupant. Et je terminerai sur un point. Sur la mobilisation de 2015, parce qu'évidemment, ça m'évoque à quelques autres ici quelques souvenirs très précis. J'ai été, comme d'autres ici, acteur de cette merveilleuse mobilisation que j'ai qualifiée de parenthèse à l'époque, et de belle parenthèse.
Vous savez, Brecht disait, en gros, il le disait en allemand, donc la traduction dira ceci, celles et ceux qui luttent un jour sont utiles, les indispensables sont ceux qui luttent toute la vie. Et donc les parenthèses à travers de moments de mobilisation, c'est formidable, mais nous devons construire quelque chose de durable, qui s'inscrive dans la réalité sociale. Et c'est un moment qui est compliqué pour cela, mais il ne faut pas lâcher et il faut le faire de manière lucide. Et encore une fois, cherchons à construire ce consensus. Celles et ceux qui cherchent à instrumentaliser l'immigration, ce n'est pas la peine d'aller les chercher. Ils sont peu nombreux dans ce pays, mais ils existent, c'est leur métier. C'est leur métier politique, donc moi je ne vais pas aller les chercher. Ce qui m'intéresse, c'est celles et ceux, l'immense majorité de ce pays, qui doivent pouvoir s'ancrer dans une réalité sociale différente, mais c'est du boulot, et ça suppose de l'engagement et de la lucidité. C'est aussi une question politique. On a le plaisir d'accueillir Yann Brossat, adjoint à la maire de Paris, chargé du logement, de l'hébergement d'urgence et de la protection des personnes réfugiées. Merci de nous avoir rejoints. Yann, l'expérience et le métier des politiques, c'est aussi de comprendre les tendances de l'opinion sur lesquelles il va être dangereux de surfer et de comprendre les tendances de l'opinion constructive sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour travailler une nouvelle acceptabilité et des mesures politiques plus ambitieuses. La question est très simple et à la fois très complexe. Peut-on travailler un changement de narratif de ce type d'un point de vue politique ? D'abord, je le pense, je l'espère et j'essaie de contribuer avec ceux qui sont ici avec nous aujourd'hui. Je partage ce que vient de dire Pascal Brice à bien des égards. Je pense que cette question, il faut la prendre sous deux aspects. Il y a d'abord évidemment la question du respect de la dignité humaine, la question du respect de nos valeurs fondamentales, de notre droit, et aussi une question au fond terriblement pragmatique. Et je partage effectivement ce qui a été dit. Ce qui a semé un désordre considérable à Porte de la Chapelle, par exemple, dans l'arrondissement où je suis élu, c'est la non prise en charge des réfugiés. C'est parce que pendant des semaines, pendant des mois, on a laissé des gens s'installer Porte de la Chapelle dans des conditions tout à fait inhumaines. Mais l'expérience prouve que lorsqu'on prend en charge, lorsqu'on permet à ces hommes et à ces femmes d'être accueillis correctement, dignement, avec un accompagnement social, on n'a aucune espèce de difficulté. Et si vous me permettez, je voudrais citer trois expériences concrètes sur trois territoires extrêmement différents. Premièrement, Ivry. J'en profite pour remercier Bruno Morel pour tout le travail que Emmaüs Solidarité y a fait. Je me souviens très bien, on est en 2015. La maire de Paris m'appelle, elle me dit « Yann, la ville de Paris est propriétaire d'un terrain à Ivry. Je pense que je suis bien placé pour passer un coup de fil au maire d'Ivry et pour lui demander s'il accepterait d'installer un centre d'hébergement dédié aux familles réfugiées. » Je vais vous dire franchement, quand elle me passe ce coup de fil, je me dis intérieurement, à Ivry, ils ont déjà énormément de structures. Je suis pas du tout sûr que le maire va accepter. J'appelle le maire dit oui, et aujourd'hui, parce que Emmaüs a fait un magnifique travail, c'est une source de fierté pour la ville d'Ivry que d'avoir accueilli ce centre d'hébergement avec une école, parce que ce n'est pas que de l'hébergement, c'est aussi de l'intégration et au fond des petits Ivriens qui sont là et qui vont y grandir. Deuxième expérience, dans le 16e arrondissement, rue Exelmans. Dans le 16e arrondissement, donc un territoire assez différent, Aurore a géré à cet endroit-là un site dans lequel on a un grand centre d'hébergement dans une ancienne caserne de militaires dédié à des réfugiés. Les premières réactions étaient plus hostiles qu'à Ivry, c'est le moins qu'on puisse dire. Et aujourd'hui, les choses se passent extrêmement bien. Et troisième exemple, qui est peut-être l'exemple qui m'a le plus frappé, j'étais il y a un an dans un petit village qui s'appelle Pessa-Villeneuve, dans le Puy-de-Dôme, où un maire qui est un maire sans étiquette, qui s'appelle Gérard Dubois, qui est un postier, au moment de la crise de 2015, dit à son préfet « J'ai chez moi, dans ma ville, un château qui est vide, je veux accueillir des demandeurs d'asile et des réfugiés. » Vous savez combien il en a accueilli depuis l'ouverture? Il en a accueilli 600, soit davantage que la population de tout son village. Et il a été brillamment réélu en 2020, alors même qu'au départ, il y a eu des tas de manifestations et des tas d'abrutis qui se sont mobilisés chez lui alors qu'ils ne connaissaient rien à ce territoire. Et donc tout ça, c'est quand même une très très belle démonstration. Ça montre que quand concrètement, on assume nos responsabilités, quand on a des assos qui font bien leur travail et des élus évidemment qui accompagnent sur les territoires où ils sont implantés, les choses se passent très bien. Donc un peu de pragmatisme, de la prise en charge
Et je pense que c'est aussi ça qui fait que les esprits peuvent changer sur un sujet aussi compliqué que celui-là. Harouna Sow, vous êtes chef cuisinier, entrepreneur. Est-ce que vous avez vécu et observé des changements de narratif récemment? Et si oui, à quelle occasion? Quels sont les éléments, les actions qui, selon vous, ont justement permis de présenter la question sous une forme différente? Juste pour, avant de te répondre, juste pour rebondir sur l'extrême droite. En fait, je pense que le problème, la pire des choses, ce n'est pas l'extrême droite, c'est le silence des ambiants qui peuvent émerger des choses et qui ne puissent pas oser manifester, à exprimer leur voix, qui n'osent pas ouvrir nos portes. Parce que moi, je me souviens très bien, c'est pendant la crise de 2015 que vous avez créé le programme Calme, que j'ai pu bénéficier. Après, il ne faut pas jouer sur l'image parce que ça va de la dignité humaine. Moi, je n'aime pas qu'on traite comme ça ma fille. Parce que l'image, c'est choquant, ça éveille les consciences, mais ça va de la dignité humaine. Pour le programme Calme que j'ai pu bénéficier, accueillir, c'est des personnes, des étudiants qui m'ont accueilli pendant un an, qui m'ont appris le français, qui m'ont appris ce qu'il y avait à faire en France, ce que je pouvais faire, et aussi qui m'ont empêché de tomber dans le communautarisme, parce qu'en fait, je postule pour avoir des logements. Si je n'ai pas de logement, j'ai des familles. Donc j'ai une famille. Bon, si je n'ai pas de logement, il est obligatoire que je puisse retourner dans ma famille. Donc je vais rentrer dans ce milieu-là. Mais eux, ils m'ont dit que Harouna, tu peux rester ici quand tu veux, même si on quitte l'appartement, on va t'aider. Sauf que j'avais un très bon CDI, donc j'avais un poste où je pouvais répondre à tous les critères pour avoir un logement. Sauf que je ne l'ai pas, ils m'ont laissé l'appartement, c'était dans le 8e Harry, Amsterdam. J'étais très content. Je l'ai eu parce qu'on m'a accueilli chez eux, qu'on m'a appris le français, qu'on m'a ouvert des portes et on m'a pu dire clairement, pistonner à travailler dans certaines maisons, à côtoyer certaines personnes aussi qui m'ont ouvert leurs portes. Après, ils n'ont pas tous vécu comme mon histoire, mais après, c'était des gens qui ont voyagé et au début, ça se passait très mal. Il y a une fois, le chef, il m'a dit, Harouna, la cuisine, la société, on a besoin de tout le monde. C'est pour cela que dans cette maison, on a 40 nationalités différentes. Même ce matin, dans le cadre de notre festival, Refugee Food Festival, on a reçu le chef Romain Meder. On discutait autour de l'intégration en France, parce qu'il y avait un chef japonais qui occupe l'Ispunt et son sous-chef qui est brésilien. On discutait beaucoup autour de l'intégration. En fait, comme j'ai dit avant, eux tous, quand ils sont arrivés en France, devant leurs 2 jours d'intégration en France, on les a expliqué l'histoire de la France. Mais on s'est rendu compte de l'histoire de la France, si on va pour les 2 jours, on se rend compte, est-ce que l'histoire de la France a commencé que dans les années 60 ou est-ce qu'il y avait une autre histoire? Dans ces 2 jours, je vous assure, pour moi, personnellement, ce n'est pas pour les critiquer, mais je n'ai rien appris pour que je puisse avoir cette image pour trouver ma place. Sauf que je l'ai vécu quand même quand j'étais en colocation avec le programme Calme. Après, pour question de l'intégration en France, les gens, quand ils viennent, ils ont des projets, c'est des gens qui ont occupé des postes, qui ont des envies d'ouvrir des entreprises ou d'aider. Sur les questions d'association qu'on parlait, la concurrence, nous, pendant la crise du Covid, on a produit plus de 100 000 repas avec 5 associations. Mais il n'y a pas eu de concurrence parce qu'on s'est mis tout autour de la table pour voir ce qu'on pouvait faire. C'était la Chorba, c'était LORNS, c'était Linky, c'était Wanted Paris. On s'est mis autour de la table. Moi, je l'ai dit clairement, ce qui est important pour moi, quand on veut cuisiner pour des réfugiés ou pour des demandeurs d'asile ou pour des SDF, le mieux, c'était de les inviter dans nos cuisines, qu'ils puissent exprimer leur opinion aussi. Donner un repas, c'est facile, c'est juste remplir l'estomac. Mais qu'on puisse les donner, qu'ils viennent ici, qu'ils cuisinent avec nous, s'il y a des opportunités d'emploi, on les donne. Je pense que c'est la meilleure solution avant d'aider les gens, demander d'abord qu'est-ce qu'ils préfèrent faire et qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter. Et de les poser clairement et de leur dire leurs devoirs. Parce que ça manque beaucoup en France. Les gens,
il véhicule pas ce message-là, ce message de devoir. Je sais qu'on a tous des devoirs comme les citoyens, à part le droit de vote. Ce qu'on entend dans l'exemple que vous donnez, ce qu'on entend dans ce que Yann Brossa vient de dire, c'est qu'à partir du moment où on arrive à créer de la rencontre, le narratif, il change. Il change à l'échelle politique d'un village, parce que quand les personnes sont là et que c'est facile de discuter, d'un seul coup, ça devient transpartisan, il n'y a plus de questions politiciennes dedans, etc. Bruno Morel, comment on généralise cette rencontre? Emmaüs, c'est le symbole de la rencontre, historiquement, les communautés Emmaüs. Comment on fait de la rencontre interculturelle quelque chose de absolument systématique dans toutes les villes de France? Je pense que dans ce qu'a dit Yann, il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Il a donné 2 exemples qui étaient très intéressants. J'ai le souvenir, on était nombreux à cette réunion publique de présentation du projet dans le 16e. Là, pour le coup, toute la presse en est fait l'écho. Et c'était d'une violence inouïe. Il n'y a pas d'article sur ce maire qui accueille 600 réfugiés sur la commune. Nous, on a vécu le drame de Forges-les-Bains où on nous a brûlé un site parce qu'il ne fallait pas qu'il y ait de migrants. En ce moment, je me fais plaisir, mais je suis un peu en colère. En ce moment, il y a un maire d'Île-de-France qui met un plot en béton pour nous empêcher de faire de l'hébergement d'urgence. Moi, je pense qu'on a une responsabilité aussi. C'est qu'il faut qu'on raconte ce qu'on a fait. Moi, là, on a parlé de la crise des migrants. 2015, ça a été, je parle sous contrôle de Yann, il me semble une centaine de structures ouvertes en Île-de-France. Il faut qu'on raconte ce qui s'est passé. Et là, on a aussi une responsabilité de communication. Et puis, je pense qu'il faut qu'on arrête de prêter le flanc à l'opposition des précarités. On est très, en ce moment, sous le sujet migrants contre SDF traditionnels. Et maintenant, c'est encore plus subtil, c'est que maintenant, on est famille contre personnes isolées. Donc là, je pense, bon, avec Pascal, on travaille beaucoup là-dessus, hein, mais je pense que l'idée, notamment, qu'il y ait une loi de programmation pluriannuelle qui a beaucoup porté Pascal, pour en finir sur le sujet général du sans-abrisme, et qu'on arrête de le traiter sous la pression de la photo du petit Elan, ou sous la pression de l'actualité, ou sous la pression climatique, me paraît une bonne idée. Faire consensus, c'est aussi, ça va être, je vais pas être trop, ça va être aussi combattre les fake news. On est tous victimes du migrant qui est, enfin des bruits, le migrant qui est violent, le migrant qui est consumériste. François Héran a rappelé toute l'histoire, bon, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais de la théorie de l'appel d'air, etc. Il faut que nous, on porte ce qu'on connaît et nos résultats. Et que l'exilé qui vient, tant mieux si on arrive à l'intégrer, même si on l'intègre, je suis d'accord avec Delphine Rouillot, je trouve qu'on l'intègre un peu tard. Enfin, on fait la démarche un peu tardivement, mais montrer ses points de réussite. Delphine Rouillot, justement, France Terre d'Asile a fait partie des associations, et effectivement, il y en a eu beaucoup qui ont créé des programmes de parrainage citoyen. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ces programmes de parrainage citoyen ne parviennent pas à passer à l'échelle autant qu'on le voudrait? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas 1 million de Français qui ont décidé de créer une rencontre interculturelle, qui donner des cours de français à quelqu'un, prendre des cours de cuisine avec Aruna, etc., etc. Pourquoi on n'arrive pas à passer ça à l'échelle? Mais parce que le rôle médiatique, le rôle des médias plutôt, il est majeur. C'est-à-dire que l'actualité, l'urgence permanente et les changements médiatiques qui nourrissent en fait le récit. Vous parliez de narratif tout à l'heure, c'est exactement ça. Il y a un moment où c'était la mode, quoi. Et donc, à un moment donné, il y a toute une série de gens qui sont venus, qui se sont investis et puis qui ont arrêté parce que c'est la vie et que la question, c'est pas tant de faire que ces personnes-là continuent infiniment, c'est de réussir à accueillir de nouvelles personnes dans nos dispositifs. Moi, je suis frappée de voir que pendant la crise sanitaire, nos dispositifs, ils sont maintenus. Les gens qui sont embarqués dans ces programmes de parrainage citoyen, ils ont été d'une richesse et d'une inventivité pour continuer l'accompagnement c'est de l'accompagnement, la vie collective, cette espèce de duo qui est créé, quand bien même c'était par du Zoom, par du WhatsApp, par des choses qui s'adaptaient. Donc en fait, la difficulté face à laquelle on est, c'est que si on n'a pas
des élans médiatiques réguliers, les gens s'éloignent. Et donc c'est là où on en revient à la discussion de tout à l'heure. Il faut qu'on arrive à changer. Enfin, le changement d'échelle, c'est un changement culturel, c'est un changement d'état d'esprit, bien plus que l'idée qu'on va relancer des campagnes de communication qui marcheront peut-être ponctuellement, mais qui ne seront pas un changement de société dont on a besoin aujourd'hui, je pense. Paolo Artini. Oui, je voulais faire un commentaire aussi sur le rapport entre l'approche basée sur les droits et l'approche utilitariste, parce que je pense que le débat était très riche. Donc pour le déplacement forcé, bien sûr, le droit et la Convention de Genève, on célèbre le 70e anniversaire cette année, est très important et il faut la garder dans ce moment où il est sous attaque avec des initiatives d'externalisation, etc. Mais ça me vient de dire, l'intérêt et l'approche utilitariste, qui est un peu une connotation négative, n'est pas incompatible. C'est-à-dire, voilà, Gérard, qui a accueilli beaucoup de réfugiés, a un Afghan qui a fabriqué des masques pendant la pandémie. Donc c'était utile. Même le secteur privé nous approche en disant nous sommes intéressés aux réfugiés parce qu'on a remarqué un taux de fidélisation et de rétention et ça porte de la diversité dans nos équipes. Voilà. Donc c'est une utilité qui n'est pas incompatible avec la solidarité et le principe du droit. Et ce centre a une richesse pour le quartier. Et voilà, et c'est utile pour tout le monde. Donc, je pense qu'il faut parler de deux dimensions. Et sur le point des bénévoles, d'abord, j'ai remarqué que les bénévoles sont très professionnels, les bénévoles que j'ai rencontrés, parce qu'ils ont des expériences d'accueil, par exemple, au niveau de Paris, avec pas seulement l'élan, mais aussi toute l'expertise qu'ils ont acquis, qui vraiment est contagieux pour d'autres bénévoles, pour l'accueil. Et je pense que nous sommes dans un moment important pour passer à une échelle supérieure, comme on l'a vu dans d'autres pays, par exemple le Canada. Comment arriver dans d'expériences pilotes d'accueil et d'hébergement citoyen à un cadre plus grand de parrainage citoyen. C'est ce que fait le Canada, par exemple. Il y a des expériences pilotes dans plusieurs pays. Et c'est très intéressant, je pense, de bénéficier de la richesse de l'élan citoyen en France pour construire aussi, pas seulement un accueil qui est citoyen, mais pour donner des alternatives aux réfugiés qui sont forcés à quitter, pas seulement à travers la réinstallation, donc des programmes qui passent à travers la collaboration des États, mais à travers l'engagement de la société civile qui peut, comme dans plusieurs pays, j'ai mentionné le Canada, dire nous, on veut accueillir dans notre communauté des réfugiés. Donc les réfugiés arrivent d'une façon légale aussi, pas seulement spontanée, en évitant tout le problème des traversées et des risques dans le désert ou dans la mer. Bruno Morel, en 2018, il y a eu, au moment de la loi Collomb, un front commun assez rarement vu de toutes les associations. Comment on recrée cette unité et face à quoi on la recrée? Est-ce que, et ensuite je laisserai la parole à Yann Brossa, comment le politique sort de cette logique de rapport de force? Sur ce front commun, la fameuse et tristement circulaire Collomb, c'est simple, c'est qu'on a tellement attaqué nos valeurs et ce qui fait le fondement de nos actions qu'on est arrivé à ce stade où c'était impossible. C'est-à-dire l'idée même que des forces policières puissent entrer dans nos structures pour faire des contrôles nous était insupportable. Moi, ce qui m'amuse, entre guillemets, dans cette affaire, c'est qu'évidemment, avec la FAS et avec d'autres fédérations, on a fait un recours au Conseil d'État. Le Conseil d'État a très encadré cette circulaire et l'État a essayé de s'en sortir en disant non, mais vous nous avez mal compris, tout ça c'est pour favoriser la fluidité et vous allez voir, il va y avoir du logement. Donc, j'ai pas de raison d'être automatiquement opposé. Donc, on a essayé les fameuses équipes mobiles qui sont venues dans nos centres d'hébergement, qui devaient faire, notamment pour les migrants, du résultat en termes d'accès au logement, parce que c'est bien ça qu'on veut à la fin. Un résultat quasiment nul. Donc, je pense qu'à un moment où il y a
En fait, à chaque fois qu'on va attaquer nos valeurs, je pense qu'on va se... Je vois Pascal, le sujet, ça le... donc il veut réagir aussi là-dessus, mais il y a des fondements sur lesquels on est en capacité de se regrouper très, très, très vite. Pascal, vous voulez réagir avant Yann? Je partageais ce que dit Bono. Vous savez, moi, je revis à travers ce question et la réponse ce moment de 2018. Et moi, ce qui m'avait mis en colère, et je vais y revenir parce que la colère a rebondi, c'est qu'au fond, on avait un État, vous savez, je suis fonctionnaire, hein, donc j'ai une grande admiration pour l'État. Mais alors, c'était vraiment une caricature du côté de l'État, nous on sait faire, vous les associations, laissez-nous faire, ça va très bien se passer. Bon. Et donc ça, pour moi, c'est une faute politique au sens fondamental du terme. C'est-à-dire que quand on voit bien la situation que l'on décrit tous, que François décrivait, à cette incandescence-là, quand vous êtes dans une crise sociale, quand vous êtes dans une crise économique, vous ne laissez pas la politique migratoire à l'abandon et vous ne tournez pas le dos aux forces de la société qui sont capables d'agir, y compris avec des défauts. Hein. Moi, je suis le premier au sein de la FAS à avoir des discussions, on a des défauts, très bien. Mais l'engagement est là, l'expertise est là. Et ma colère du moment est la suivante. Je vois revenir des discours qu'on a connus, hein, dans ces contextes de désordre. Non pas que nous ayons des flux massifs d'arrivée de migrants. Je rappelle que l'année dernière, 70% en moins. J'aimerais d'ailleurs qu'on s'interroge sur la situation de l'année dernière, très intéressante. Moins 70% d'arrivée de migrants et pourtant des campements. Ah, alors ça, j'aimerais bien qu'on se pose la question de savoir pourquoi. Et dans ce contexte-là, qui est un contexte de désordre, même si ce n'est pas une invasion, loin de là, il y a une véritable tentation que j'en sens pointe de la part de certains responsables politiques et administratifs qui tendraient à retourner la responsabilité des ordres vers les associations et notamment les travailleurs sociaux. Et ça, parce que je l'entends de la part des travailleurs sociaux. Et ça fait partie de cette mobilisation que la FAS entend porter pour le travail social dans cette période, une période de fragilité sociale. Vous avez des professionnels de la fragilité sociale et de l'accompagnement de celles et ceux qui sont dans la fragilité sociale, ça s'appelle des travailleurs sociaux et des travailleuses sociales. Et quand sur la question des étrangers, j'entends de plus en plus un propos qui tente à dire en fait, s'il y a un problème, c'est parce que les associations et les travailleurs sociaux ne font pas leur travail correctement, ça, je ne l'accepterai pas. Je dis à l'État qu'il serait temps qu'on se parle entre adultes. Le monde associatif est capable de discuter. Moi, je crois qu'il y a des choses sur lesquelles il faut bouger. Je pense qu'il faut accepter le droit et les limites du droit. Pour peu que ce droit fonctionne, qu'il soit respecté, que les gens qui ont droit au séjour y aient accès. Et ensuite, ça se discute et ça se fait parce que c'est le droit. Mais lorsque l'on est respecté dans son expertise et dans son engagement, c'est une question de vitalité démocratique pour le pays. Et donc, je vous le dis, on a vécu ça à l'époque. Je vois ça revenir d'une manière différente. C'est un appel, c'est une colère, mais je fais toujours ça dans l'apaisement. Parce que je pense que la période mérite de l'apaisement avant toute chose. Mais je le dis très clairement, je n'accepterai pas que l'on continue à faire croire que s'il y a un problème aujourd'hui dans ce pays sur cette question-là, ce serait fait des travailleurs sociaux et des associations. Que chacun prenne ses responsabilités. Fabienne Lassalle, vous vouliez réagir ? Je voulais réagir justement sur les chiffres et sur des erreurs politiques et qu'on est certainement en train de reconduire. Alors là, je vais prendre un niveau plus européen. On a vécu à partir de 2017, même peut-être un peu avant, une absence de solidarité des pays européens vis-à-vis de l'Italie, vis-à-vis de la Grèce, pour accueillir les personnes qui arrivaient dans ces pays. Et on sait à quoi ça nous a amené. Ça nous a amené à l'arrivée de Salvini, etc., en Italie, la fermeture des ports, etc. Et aujourd'hui, vous avez raison de le souligner, on voit bien une très forte baisse des arrivées. On est très très loin des pics de 2015 et on en est toujours à la même absence de solidarité pour gérer des quelques centaines, quelques milliers de personnes. Il faut le savoir, chaque fois qu'il y a 150 personnes qui sont secourues par un bateau de sauvetage, c'est quasiment tous les ministres de l'Intérieur des pays européens qui doivent se rencontrer pour savoir comment on va se répartir ces quelques centaines de personnes. Où va-t-on ? Et là, je rejoins tout à fait ce que disait Yann tout à l'heure. Le problème, c'est la non prise en charge. Si on prenait en charge correctement, ce qui, pour le sauvetage en mer, serait juste de respecter le droit. Respecter le droit qui est un sauvetage, il faut le mener impérativement et ensuite, il faut pouvoir débarquer dans les meilleurs délais ces personnes dans un lieu sûr. Juste respecter ce droit. Et on voit où on en est aujourd'hui. Donc les mêmes causes provoquant les mêmes effets. Je suis très inquiète sur ce qui va se passer prochainement si on continue à être dans une absence de solidarité totale vis-à-vis des pays qui sont en première ligne pour accueillir ces personnes. Yann Brossa,
Delphine Rouillot disait pour préparer la conférence, l'échelle municipale ou métropolitaine est un élément fondamental pour pouvoir justement créer un nouveau narratif et créer de nouvelles politiques. Dans le système français tel qu'on le connaît aujourd'hui, quel serait le pouvoir maximum de la ville et quelle serait la politique de la ville la plus ambitieuse possible en la matière? D'abord, je suis effectivement convaincu que les métropoles ont un rôle extrêmement important à jouer. Et d'ailleurs, au moment de la crise de 2015, ce que nous avons essayé de faire à Paris a à bien des égards porté ses fruits. Je pense au centre de premier accueil qu'on a créé avec Emmaüs Solidarité à l'époque, la fameuse bulle de la porte de la Chapelle, qui nous a quand même permis d'accueillir de très très nombreuses personnes. Et d'ailleurs, c'est un bel exemple parce qu'au départ, c'est une initiative de la ville de Paris et l'État, à l'époque, a fini par nous suivre. Et d'ailleurs, lorsque le gouvernement a changé, l'expérience a été interrompue. Et donc, si la ville de Paris avait pu, par exemple, continuer à mener à bien cette expérience, on n'en serait pas là aujourd'hui avec effectivement cette situation très paradoxale qui fait qu'aujourd'hui, on continue à avoir des campements alors même que les flux ont considérablement diminué. Donc voilà un bon exemple. Et si nous pouvions avoir à l'échelle de toutes les grandes métropoles françaises, ou en tout cas sur l'ensemble du parcours des migrants, de grands centres de premier accueil, plutôt que de voir des gens commencer leur parcours sur le trottoir, nous y gagnerions assurément beaucoup. Mais si vous me permettez de revenir sur le débat plus politique et plus général, je crois quand même, il faut le dire, que le climat dans lequel nous sommes aujourd'hui en France sur le sujet est un climat assez nauséabond. Et j'ai parfois l'impression d'être dans un match de boxe où en face de nous, on boxe beaucoup et où nous, on est quand même sacrément impuissants. Et c'est effectivement une espèce de match à armes inégales, très difficile, pour une raison d'ailleurs assez simple, c'est que les vérités que nous assénons sont des vérités très contre-intuitives. Moi, je me souviendrai toujours d'un débat face à un représentant du Rassemblement national. Je lui disais le nombre d'étrangers sur le sol français n'a pas considérablement augmenté depuis le début des années 80. Je crois qu'on était autour de 6-7% et on est toujours autour de 6-7%. Sa réponse immédiatement, ça a été de me dire « Vous êtes élu du 18e, vous voyez bien comment c'est boulevard Barbès ». Mais c'est très difficile de répondre à ça. Alors, la réalité, c'est qu'au début des années 80, boulevard Barbès, c'était exactement pareil qu'aujourd'hui, voire plus compliqué qu'aujourd'hui. Mais nous devons rétablir un certain nombre de vérités sur le sujet. C'est ce que disait Bruno Morel tout à l'heure, et ça suppose d'argumenter. Et on ne peut pas s'en tenir simplement à des images sensationnelles comme le font nos adversaires. Et ça, effectivement, ça suppose du boulot et ça suppose des acteurs qui frappent tous dans le même sens pour convaincre et pour, au final, frapper les esprits. Eh bien pour ça, la question évidente qui vient tout de suite, et je me retourne pour commencer vers Fabienne Lassalle. Qu'est-ce qui fait que tant d'acteurs brillants autour de la table, qui sont a priori d'accord depuis 1 heure sur un certain nombre de sujets, ne sont pas capables de construire des arguments implacables pour démonter les plus essentiels des fake news? Pourquoi tous ici, on ne se met pas dans la même salle pendant 2 heures et on tourne une vidéo de 3 minutes limpide sur YouTube pour dire la théorie de l'appel d'air, c'est n'importe quoi? Ah ben, je pense qu'il faut qu'on se le dise collectivement et puis il faut qu'effectivement on se donne ça pour objectif. Il faudra le dire, le répéter et le redire. Mais effectivement, sur cette théorie de l'appel d'air, parce que on peut aller au-delà de nous-mêmes parce que quand on le dit, on est moins entendu. Alors qu'il faut en revenir aux faits et rien qu'aux faits. Et là-dessus, sur cette théorie de l'appel d'air, justement, qui tendrait à dire que, par exemple, les personnes qui quittent la Libye et s'embarquent sur des embarcations tout à fait impropres à la navigation et simplement lorsqu'elles ont l'assurance qu'il y a un bateau pour les secourir, ce qui est complètement faux et qui peut être démontré par les faits. Ce qu'ont fait d'ailleurs des institutions, l'Université de Londres, l'Université d'Oxford, l'Institut universitaire de Florence l'ont démontré.
Et c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut se baser, parce que si on est seul, nous, à le dire, on sera moins cru. Donc, et ensuite, c'est de démontrer que pourquoi ces personnes traversent, non pas parce qu'il y a un bateau, c'est parce qu'elles vivent dans de telles conditions inhumaines et elles sont sujettes à de telles exactions que plutôt mourir que de rester là où elles sont, à savoir dans les centres en Libye. C'est ça qui les pousse. Et après, qu'est-ce qui amène que l'embarcation puisse quitter la rive libyenne? Ça va être les conditions météorologiques. Et pour démontrer ces faits, je prends juste 2 exemples. L'opération Mare Nostrum, donc cette flotte italienne qui avait été mise en place sur une année, entre 2013 et 2014, pour justement secourir, parce que malheureusement, le drame, il ne date pas d'hier. En un an, ce sont 150 000 personnes qui ont été secourues. Sur pression des autres États de l'Union européenne, les Italiens ont mis fin à cette opération Mare Nostrum en novembre 2014. Qu'est-ce qu'on a constaté? Une progression des traversées et donc, bien évidemment, une forte augmentation des naufrages, mais ce n'est pas l'absence de navires qui a arrêté les traversées. Autre exemple, tout récent, la pandémie. Les bateaux de sauvetage ont été à un moment bloqués puisque les ports européens étaient fermés du fait de la pandémie. Donc plus de bateaux sur zone. Qu'est-ce qu'on a constaté? Les traversées, et d'ailleurs, ont même augmenté, y compris pendant cette période. Donc il n'y a pas de corrélation entre les deux. Et ça, donc, si on n'a pas d'autre choix que de le dire, le répéter inlassablement avec ces faits, et pas seulement les faits. Et à mon avis, c'est comme ça qu'on arrivera à tordre le cou à une telle fake news qui est en effet malheureusement bien ancrée. Alors, beaucoup de réactions sur cette question. Delphine Rouillot, puis François Héran. Cette théorie de l'appel d'air, elle conduit à une course au moins 10 ans permanent. Et c'est évidemment vrai au niveau international. Nous, on est en permanence confrontés à des représentants de l'État, à des élus locaux qui, appuyant et parfois verbalisant ce terme de l'appel d'air, nous expliquent qu'ils veulent surtout pas faire, de peur de faire venir, de faire peur à leur population, et donc en fait qui s'inscrivent dans cette espèce de dynamique très contre-productive et contre laquelle en fait aucun argument rationnel ne permet de répondre. Et je voulais juste rajouter dans la longue liste de ce que vous avez exposé les réformes récentes du droit à la santé des migrants. On a vu arriver il y a 18 mois de ça une réforme importante du droit à la protection maladie universelle, du droit à l'aide médicale d'État, qui en fait n'avait comme seul objectif que de répondre au fantasme du fait qu'il y avait du tourisme médical en France par des étrangers, ce qui était totalement, ce qui est faux, voilà ce que tous les chiffres montrent, ce qui ne permettait aucune économie, ce qui n'avait aucun autre sens que d'alimenter encore cette espèce de fantasme contre lequel on se bat tous. Mais moi, je suis très pour faire une petite vidéo de 3 minutes. Simplement, il faut réussir à écrire le script. Voilà. Et c'est là où, effectivement, c'est là où on va donner la parole à ceux qui ont l'habitude de tenir la plume. François Héran, sur l'appel d'air. Je voudrais dire d'abord que dans l'Institut des migrations que j'ai fondé, il y a maintenant 450 personnes. Nous avons sur notre site toute une page fake news. Hein. Nous avons De Facto, qui est une revue qui essaie de défaire les idées reçues, et nous avons un Desinfox qui s'attache à ça. Bon, alors c'est de temps en temps repris par les journalistes, on essaie de le diffuser, on a recruté des jeunes qui connaissent les moyens modernes de diffusion de données, donc il y a beaucoup de travail là-dessus. C'est vrai que par exemple sur l'affaire de l'AME qui avait été présentée comme un formidable élément d'attractivité de la France, etc. Bon, il y a une enquête qui a été faite par l'IRDES, l'Institut de recherche et de documentation de l'économie de la santé, qui a montré que quand on prend les personnes qui seraient éligibles à l'AME, qui ont toutes les caractéristiques, qui sont sans papier et qui sont éligibles à l'AME, la moitié en arrivant ne savent même pas que l'AME existe. Et ils mettent des mois avant de savoir que l'AME existe. Et c'est par le biais des associations qu'au bout d'un an, il commence à y avoir les 2 tiers qui apprennent l'existence de l'AME. Donc effectivement, l'AME comme élément d'attraction avant, n'est-ce pas, de franchir la frontière, qui fait qu'on choisirait la France plutôt que l'Allemagne, c'est totalement ridicule. Bon,
on n'est pas totalement, inécouté. Moi, j'ai été interrogé par plusieurs groupes parlementaires, par des commissions parlementaires. J'ai fait le décompte. Au total, 65 parlementaires différents m'ont écouté. J'ai eu l'occasion de parler. Bon, on a été nombreux à faire ça, mais je leur laisse les données. Je leur explique de façon aussi pédagogique ça fait que possible. pas 150 millions de vues sur TikTok. Oui, non, mais attendez. Non, mais c'est réservé. Quand on agit sur les parlementaires, ça compte. Et ce que je trouve intéressant en ce moment, c'est que tous les partis sont divisés. La République en marche est divisée là-dessus. Et vous avez une aile gauche, une aile droite, une aile sécuritaire, une aile humanitaire, etc. Et ces divisions sont telles que, pour étayer leurs argumentaires, une partie de ces groupes font appel à des chercheurs ou à des gens qui font dans la comparaison internationale. Donc, et ça, il y a 10 ans, par exemple, je ne le savais pas. Je voudrais revenir sur le nombre des étrangers. Si, le nombre des étrangers a fortement augmenté. Il augmente continuellement depuis les années 80, et c'est ça qui est frappant, il augmente indépendamment des lois, des multiples lois qui ont été votées, et il augmente indépendamment des alternances politiques. Mais c'est un effet, une lame de fond, qui est en réalité plus modeste que ce qui se passe dans d'autres pays européens, mais c'est un phénomène assez général. Et donc, il faut quand même le dire, il n'y a jamais eu autant d'étrangers en France que maintenant. Ça, c'est la vérité, hein. Et en même temps, c'est vrai que leur composition a changé, puisque dans le recensement de 1975, il y avait même pas 20% à peu près qui venaient du Maghreb ou qui venaient du reste de l'Afrique. Et aujourd'hui, c'est 45%. Donc il y a des changements visibles, il y a des minorités visibles, et ce à quoi et plus nous faisons appel effectivement à un monde lointain, plus en réalité nous puisons dans nos anciennes colonies. Alors là, il y a tout le problème postcolonial, hein. Je suis désolé d'utiliser ce gros mot, mais il faudrait quand même qu'on aborde un peu la question sérieusement et pas à coup d'oukas et d'excommunication comme ça s'est fait quand même dans les mois derniers. Donc oui, il y a un changement de la composition, il y a une progression de l'immigration qui n'est pas extraordinaire, mais en même temps, moi j'utilise plutôt l'argument consistant à dire, mais écoutez, quand on fait la somme de la première génération et puis des enfants nés sur place, on a un quart de la population vivant en France qui est soit immigré, soit enfant d'immigrés. On va arriver à un tiers avec, quand on remonte encore d'une génération, l'enquête Théo 2, la deuxième édition de l'enquête Trajectoire et Origine qui vient d'avoir lieu, contient la question. Et il vaut mieux insister sur, à mon avis, la banalité de l'immigration dans la population française comme une composante forte, je dirais ordinaire, que d'essayer de minimiser la progression des étrangers, qui est bien réelle, hein. Elle est vraiment tout à fait sensible. Et elle est indépendante de toute l'action politique qui vise à la retenir. Alors c'est vrai que la connaissance des faits, pourquoi vous en êtes resté à cette idée-là? C'est parce que c'est une idée qui était tout à fait réelle, absolument exacte pendant une quinzaine d'années, puisque la progression de la migration étrangère, de l'immigration, a effectivement été complètement ralentie par la crise des années 70 jusqu'au milieu des années 80, mais ensuite c'est reparti de plus belle, comme c'était normal, je veux dire. Donc c'est vrai que même nous, dans nos arguments, nous avons du mal parfois à savoir exactement ce qu'il en est, ce qu'il n'en est pas. Et là, il existe quand même des sources, hein. On peut puiser à bonne source. Il y a des cours en ligne, il y a, il y a quand même des... Enfin, je trouve qu'il y a des quotidiens qui font un travail de désintox, de lutte contre la désinformation qui est vraiment remarquable. Donc, c'est ça qui est assez bizarre dans la situation actuelle. C'est qu'on a d'un côté un progrès incroyable des fake news, et puis de l'autre, on a aussi un progrès de la lutte contre les fake news. Les deux mouvements existent. Paolo Artini, puis Bruno Morel, sur cette lutte contre les fake news, et notamment l'appel d'air. On a remarqué, pour ce qui concerne les réfugiés qui ont quitté parce qu'ils sont forcés de quitter, que la théorie qu'ils ont déjà l'idée où aller comme destination finale n'est pas basée sur les faits. On a fait des centaines d'interviews avec des réfugiés sur les routes, par exemple, de l'Afrique, de l'Est et de l'Ouest, qui après se retrouvent au nord de l'Afrique. Et en effet, les personnes n'avaient pas un plan jusqu'au bout, mais ils ont décidé de repartir parce qu'ils n'ont pas trouvé dans les premiers pays d'asile les conditions pour rester. Donc c'était quelque chose qui est arrivé parce qu'ils n'ont pas trouvé la protection et l'inclusion sociale qu'ils nécessitaient. Donc on l'a vu dans les faits que la théorie n'était pas, c'était plutôt le push factor plutôt que le pull factor à déterminer la fuite.
Et au niveau psychologique, parce qu'il y a cet élément « pourquoi moi ?» Et je pense que ce qui peut aider à rassurer les personnes en général et les États et les villes, c'est ce travail des réseaux. Par exemple, le réseau des municipalités ou les discussions au niveau européen entre les États. Trouver des mécanismes, et on le voit tellement, comment est difficile de trouver un consensus au niveau européen, pour dire, voilà, on doit être d'accord sur un mécanisme prévisible de solidarité qui touche tout le monde, qui est dans une certaine façon obligatoire. Mais je pense que l'idée qui concerne tout le monde, au niveau des villes d'un pays, au niveau des pays de l'Union européenne et au niveau global, parce qu'il faut partager les responsabilités au niveau global, peut aider à rassurer les États qu'un problème doit être géré dans le partage des responsabilités et avec la solidarité. Bruno ? Oui, sur l'appel d'air. Franchement, qui peut croire qu'un Afghan fuit Kaboul parce qu'on a gonflé une bulle porte de la Chapelle? Là, franchement, il faudra qu'on m'explique les choses. Si on refait l'histoire très rapidement, en 2015-2016, on est plusieurs ici à nous être retrouvés à raison à peu près tous les 3 semaines sur des évacuations de campements. Les campements, ils ont commencé, je crois, le premier en juin 2015, c'était 400 personnes, on a fini à 4000. On ouvre la bulle, dans les circonstances que Yann a eu la gentillesse de rappeler, on arrive à mettre à l'abri, dans des conditions que j'estime dignes, 25 000 personnes en 17 mois. La bulle ferme, les campements se reconstituent, mais pire, ils sont de plus en plus cachés, et en plus, on a des gens statutaires dedans. Et derrière tout ça, et quand on dit « mais comment on peut combattre ça ?» c'est extrêmement compliqué quand le ministre de l'Intérieur, on va dire je fais des fixettes, mais M. Collomb, qui est en audition sénatoriale, dit qu'il n'y a jamais eu autant de migrants à Paris depuis l'ouverture de la bulle. Qu'est-ce que je peux combattre si ce n'est de montrer les chiffres de ce qui a été fait? En fait, en gros, on est dans une espèce de jeu. Il suffit d'affirmer une vérité pour qu'elle soit révélée. Alors moi, je suis tout à fait prêt à travailler sur un film, sur un bouquin, sur tout ce qu'on veut. Il y a quand même des outils qui existent. Moi, je vous renvoie aux éditions de l'Atelier. Il y a notamment un petit bouquin qui est très bien fait, En finir sur les idées fausses sur les migrations. Mais ça, il faut vraiment le diffuser. J'aimerais poser une question à Aruna. Aruna, en préparant la conférence, vous m'avez dit il faut aussi que les gens comprennent que c'est la médiocre qualité de l'accueil qui fait que les gens restent dans des mauvaises conditions et sont visibles. Alors que les premières personnes réfugiées qui bénéficient d'un accueil de qualité ont généralement envie de rentrer dans leur pays, d'y contribuer, de monter des actions, de créer de la collaboration. C'est quelque chose que vous avez vérifié empiriquement autour de vous ces dernières années ? Moi, c'est quelque chose que j'ai vérifié et qui m'a beaucoup aidé, qui m'a inspiré. Et il y a des témoignages directs que j'ai pu vérifier et moi, que j'ai pu me nourrir pour rentrer. Récemment, Mohamed, c'est un chef syrien qui est venu avec beaucoup de compétences, qui a réussi à ouvrir un restaurant à Nanterre, qui a été bien accueilli comme beaucoup de personnes en 2015. C'était une bonne chose pour lui. Et qui a aussi réussi à ouvrir un autre établissement en Égypte. Donc du coup, parce qu'en fait, il a reçu un accueil de qualité qu'il a pu continuer dans cette démarche-là. Je pense que les personnes qui ne rentrent pas, les personnes qui ne veulent pas retourner au pays, les personnes qui ne veulent pas continuer le combat, parce qu'ils ont d'abord envie d'être logés, d'être accueillis, de trouver un emploi. Et si on les prive tout ça, donc ils oublient leur combat, parce que je pense que l'être humain d'abord a besoin d'être nourri et se loger. Mais moi, quand on m'a accueilli en France, j'ai fait une formation de cuisine. Quand je suis rentré au Sénégal, parce que c'est un pays où ma mère elle a vécu et aussi elle est originaire. Quand je suis parti, j'ai regardé pourquoi les gens ils partent et pourquoi les gens ils choisissaient la France. Ça, c'est normal parce que nos deux pays, les pays francophones et la France, ont vécu des histoires où il y a des bonnes choses, où il y a des côtés, des mauvaises choses qu'on n'a pas pu débattre cela, et aussi qui est une cause profonde de l'intégration des gens qui viennent du Sud, parce qu'on ne veut pas discuter de cette passé. Du coup, ça prive les gens à aller de l'avant. Après,
pour les personnes qui sont accueillies dans la dignité, qui peuvent continuer leur combat, peut-être que moi, si je ne me sens pas bien au Mali, je peux retourner au Sénégal pour continuer mon combat. Parce qu'en fait, quand une personne arrive en France, il a son passeport, donc son titre de voyage. C'est une personne qui peut voyager partout dans le monde, qui est en sécurité. Parce que la France lui garantit cette protection. Et aussi, cette personne a le pouvoir de continuer son combat. Et moi, pour la théorie de la peur d'air, je pense que ça n'existe pas déjà. Et comme jeune Africain qui se soucie beaucoup de l'image de l'Afrique qu'on voit à la télé ou autre, et les départs, je pense que tout ça, ça prive de l'Afrique ces bonnes forces qui peuvent construire une Afrique où les gens nous respectent. Et c'est pour cela que moi, je dis à mes copains, il faut qu'on lance des trucs au Sénégal. Si les gens ne se sentent pas bien au Mali ou au Mauritanie, qu'ils peuvent trouver des emplois au Sénégal, développons nos pays. Même si je sais que je ne vais pas cracher en France parce que je vis ici depuis 8 ans, qui m'a donné beaucoup de choses que le Sénégal et le Mali et la Mauritanie ne m'ont pas donné. Donc, ce n'est pas question de nier tout ce qu'il m'a donné, mais aussi c'est de dire toutes ces forces qui partent, qui prennent des bateaux, qu'on peut construire nos pays. S'il y a des combats à mener, on peut les mener. Mais avec ça, pour ça, on a besoin que les gens nous accueillent dans la dignité pour qu'on puisse continuer nos combats. Évidemment. Merci. Dernier tour de table avec une question un peu obligatoire. Le petit jeu du si j'étais président. Puisque les consensus émergent et que pour autant les solutions ne sont pas simples, parlons des mesures concrètes. Yann Brossat, je commencerai par vous, si vous le permettez. Si demain vous êtes Premier ministre, quelle est la première mesure emblématique que vous décidez de prendre sur la politique d'accueil? D'abord, non, mais je pense que j'essaierai de faire ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire accueillir dignement et accueillir convenablement. Simplement, pour le faire, il y a une nécessité absolue, à mon sens, au-delà de la responsabilité de telle ou telle personne qui aurait telle ou telle responsabilité, de changer fondamentalement la perception que les gens ont de ces sujets. Or, si nous avons aujourd'hui tant de mal à convaincre sur cette question, c'est qu'au fond, beaucoup de Français s'interrogent sur l'identité de leur pays et ont le sentiment que l'identité de la France est aujourd'hui menacée par la présence d'étrangers, de réfugiés. Et mieux faire accepter l'accueil des étrangers, il faut aussi prendre à bras-le-corps cette question de l'identité. Ma conviction à moi, c'est qu'aujourd'hui, notre identité, l'identité de la France, est bien plus menacée par la mondialisation libérale et par une certaine forme d'américanisation que par la présence de quelques réfugiés dans tel ou tel territoire. Et en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Enfin, en gros, le McDo en zone périurbaine a beaucoup plus perturbé les habitudes alimentaires des habitants de ce territoire-là que la présence d'un centre d'hébergement à quelques kilomètres. Et donc là, je pense qu'on a aussi une forme de bataille idéologique à mener. Et je comprends que les Français, parce que c'est mon cas aussi, sont attachés à l'identité de leur territoire. Mais qu'est-ce qui menace l'identité de notre territoire? Certainement pas, à mon sens, la présence de réfugiés ici ou là. Après, voilà, la question d'un débat sur l'identité a été posée en 2007, vraisemblablement mal posée, puisqu'on ne peut pas dire que ce débat est amené de changements de narratif significatifs autour de la question. S'il fallait reposer ce débat, qu'est-ce qu'on changerait dans la manière de le poser? Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je pense que défendre l'identité de notre pays, défendre l'identité de nos terroirs et de notre nation, ça suppose de regarder ce qui véritablement pose question aujourd'hui. Et l'effet de la mondialisation est un effet beaucoup plus puissant que l'effet lié au flux de réfugiés. Et donc, ça renvoie à d'autres questions, y compris des questions de modèle économique pour notre pays. Mais c'est évidemment un débat compliqué, mais qu'à mon sens, il ne faut pas fuir. Mesures concrètes, Bruno Merkel. Alors Bruno Morel, en préparant la conférence, disait « Moi, je veux bien être appelé Bruno Merkel parce qu'il y a des bonnes pratiques
concrètes à mettre en œuvre tout de suite, notamment qui nous viennent d'outre-Rhin? Merci d'avoir apporté la précision, parce que là, j'ai failli m'évanouir quand même. Non, mais tout simplement, on l'a dit, enfin, imposer une solidarité nationale. Si on refait l'histoire de ce qui s'est passé, c'est quand même... Tout ça s'est tourné sur les mêmes territoires. Yann Brossard a rappelé l'histoire de la bulle de la Chapelle. Mais si la bulle aurait mieux fonctionné, s'il y avait eu des dispositifs de premier accueil sur toute la migratoire interne, toute la route migratoire interne. Deuxième sujet... Donc ça veut dire concrètement, Bruno, première mesure, il faut créer des dispositifs de premier accueil dans toutes les métropoles. Exactement. OK. En tout cas, sur la vallée de la Roya, près de Toulouse, enfin partout on en a besoin. Et puis la deuxième mesure, Delphine l'a évoqué, c'est qu'on travaille dès en amont l'intégration. Le sujet de l'apprentissage du français, il n'est financé par la puissance publique qu'à partir du moment où on a un statut. Moi, je trouve que ça serait quand même plutôt bien que l'État français finance des cours de français, les prenne en charge dès l'arrivée dans un dispositif quel qu'il soit. Voilà deux idées très rapides. Merci. Quelqu'un sur une mesure concrète, évidente, Pascal, puis Delphine. Rapidement, deux propositions qui relèvent d'une logique qui est issue de ce que nous disait M. Sceaux tout à l'heure. Et du constat qu'on faisait tout à l'heure, l'année dernière, baisse de 70% des arrivées et pourtant des campements. Donc changement de logique. Au lieu d'utiliser tant d'énergie dans tous les sens à pourrir la vie des gens, à leur compliquer les parcours, notamment les parcours administratifs, il s'agit de faire en sorte que les gens aient, lorsqu'ils y ont droit, rapidement accès à un séjour et l'accompagnement qui va avec. Deux propositions pour ça. L'asile. Sur l'asile, il s'agit de faire en sorte que les gens puissent accéder rapidement à l'instruction de leur demande d'asile, en modifiant les règles de procédure européennes qui compliquent les choses à l'infini et en faisant en sorte qu'en France, vous ayez rapidement accès à l'instruction de la demande d'asile et l'accompagnement social, l'hébergement qui va avec. Ça, c'est l'asile. Mais l'asile, ça ne suffit pas. Parce que contrairement à ce que j'entends souvent, l'asile n'est pas détourné, il est asphyxié. Pour les raisons que François Héran nous rappelait tout à l'heure, c'est qu'on a tellement fermé les autres voies de migration légale que la seule porte ouverte, c'est l'asile. Et donc ce que je propose, c'est que, outre ces mesures pour l'asile, que l'on débloque l'accès au séjour pour les autres motifs aussi. Je vais aujourd'hui partout dans les centres d'hébergement d'adhérents de la Fédération des acteurs de la solidarité. Je vois des gens qui arrivent dans des centres d'hébergement avec un titre de séjour, ils le perdent en cours de route, si j'ose dire, parce qu'ils n'ont pas pu le renouveler à la préfecture. Donc déjà qu'on fasse les renouvellements, que les gens, j'en vois partout, qui sont dans les critères du droit français pour avoir le séjour, l'aient effectivement. Et moi, je souhaite que par ailleurs, de manière encadrée et maîtrisée, on puisse réouvrir la migration de travail, reprendre le chemin de cela, maîtriser, c'est-à-dire que par exemple, dans les bassins d'emploi, ce soit les partenaires sociaux qui puissent fixer le niveau du recrutement de population étrangère de manière à ce qu'il n'y ait pas d'effet sur l'emploi et les salaires. Donc mes propositions, c'est ça, changement de logique, l'accès à l'asile et le déblocage de l'accès au séjour de manière maîtrisée, contrôlée, organisée. Des centres de premier accueil, ces trois éléments. Ensuite, il y aura Delphine, Fabienne, puis Paolo. De dire exactement, enfin un des éléments est beaucoup mieux que moi des points que je voulais évoquer, ce qui prouve qu'en fait il y a un consensus. On a besoin de rouvrir des voies légales d'accès au territoire européen qui ne transitent pas systématiquement par l'asile parce qu'en fait ça pollue tout. Voilà. L'autre point que j'aurais voulu évoquer, c'est le logement. On a besoin de logement social et en réalité toute la question de l'intégration, c'est une grande chaîne et au bout de la chaîne il y a le logement social et tant que le bout de la chaîne sera complètement embolisé, on aura beau faire tout ce qu'on veut en amont, on se retrouvera avec un système qui tourne pas bien. Donc très rapidement, voilà, je dirais aussi construire du logement social en quantité conséquente. Voilà des mesures concrètes et relativement faciles à mettre en œuvre. Fabienne ? Je lui dirais que c'est effectivement la France en plus va prendre la présidence de l'Europe en janvier 2022. Donc il est temps de mettre en acte des paroles qui sont en fait mettre fin à la honte de l'Europe qui laisse mourir en mer. Et donc c'est de la responsabilité des États de mettre en place un dispositif de sauvetage pour aller secourir. Donc ça serait le premier point. Le deuxième, c'est celui effectivement que enfin un mécanisme prévisible de débarquement de ces personnes puisse être fonctionnel et voir enfin le jour. Et enfin, de cesser de criminaliser les dernières unités qui peuvent encore faire du sauvetage en mer au travers des navires civils de sauvetage et au contraire de jouer
coordination et on a besoin de l'aide de tous ces acteurs pour mettre fin à ce drame et cette honte que porte l'Europe et qu'elle portera sur plusieurs générations. Des mesures humanitaires concrètes, des mesures sur le logement social, un changement juridique sur le parcours notamment du demandeur d'asile, des centres de premier accueil dans les territoires. Paolo, vous vouliez rajouter encore? Oui, d'abord je m'associe à ce qui a été dit parce que c'est un problème très complexe, donc j'ajouterais même travailler pour résoudre les causes profondes des déplacements et après tout ce qui doit être fait pour assurer l'accès au territoire dans la sécurité. Mais pour ce qui concerne le système d'accueil, tout à fait, l'accueil dès le début, l'orientation, le renforcement des informations est clé pour un système qui est gérable et qui est visiblement gérable. Mais en même temps, et c'est la mesure concrète que je voudrais ajouter, travailler sur la perception et par les jeunes. On a vu à travers le travail dans les écoles, à travers un projet qui s'appelle Interact, que ne pas dépriver les jeunes du plaisir de rencontrer les réfugiés à travers des ateliers ou comme vous le faites ici à la maison des réfugiés est tellement important pour influencer les citoyens de demain et comment ils discuteront ces problèmes dans le futur. Donc je pense qu'il faut travailler sur le système mais aussi travailler sur la perception du système et les jeunes sont très attentifs et très ouverts. Et une petite note d'optimisme aussi. On va devoir conclure, je pense, d'ici 2 minutes. Je vais demander à François Héran ses propositions concrètes, puisqu'il est a priori donc pressenti comme étant prochain Premier ministre en 2022. Pas plus que nous tous. Et donc, la suppression du règlement de Dublin. Je pense que le règlement de Dublin creuse les écarts entre les grands pays continentaux et les petits pays de la Méditerranée orientale qui sont en première ligne. Actuellement, il faut le rappeler, la demande d'asile rapportée au nombre d'habitants, eh bien, là où elle est la plus forte, c'est Malte, c'est Chypre, c'est la Grèce, bien entendu, etc. Et la France étant au 14e, 15e rang. J'ai encore revérifié les chiffres il y a quelques jours, actualisés. Voilà, bon. Et tout ça s'est interrompu avec la crise du Covid et ça a repris de plus belle avec exactement la même structure d'inégalités entre les pays. On reprend le même schéma. Deuxièmement, je souscris tout à fait à ce que dit Pascal Brie, c'est-à-dire qu'il y avait une étude très intéressante commune du HCR et de l'OCDE là-dessus, les permis non humanitaires accordés à des demandeurs d'asile. Il y a un certain nombre de pays qui accordent beaucoup plus rapidement des permis de travail essentiellement, mais aussi de type familiaux, de type éducatif, etc. Enfin bon, à des demandeurs d'asile. Mais quand on regarde la liste de ces pays, c'est toujours les mêmes. C'est l'Allemagne, c'est la Suède, etc. Et la France n'y apparaît même pas parce que nous avons en France une conception extrêmement rigide de l'étanchéité entre les différents titres de séjour, qui finalement est dernièrement une enquête du ministère de l'Intérieur extraordinaire. L'enquête ELIPA, qui suit les personnes qui ont obtenu un titre de séjour en 2018, montre que dans les titres familiaux, 40% des personnes qui ont obtenu des titres familiaux en France, des vies privées, vie familiale, 40% étaient là depuis au moins 9 ans. Donc on inflige des parcours administratifs incroyablement compliqué, des années et des années d'attente, alors que dans d'autres pays, ça fonctionne beaucoup plus rapidement. Et c'est pour ça que nous sommes le champion d'Europe du regroupement familial en proportion, parce qu'on fait passer par ces voies extrêmement complexes des gens à qui, dans d'autres pays, recevraient des permis de séjour beaucoup plus rapidement par d'autres voies. Merci. Bruno, est-ce que je peux te demander une petite conclusion? J'aimerais d'abord vérifier avec tout le monde que vous êtes disponible dans les prochaines semaines pour écrire le script qui va s'inspirer notamment des éléments déjà développés par les outils de Désinfox de François Héran. Est-ce qu'on est tous d'accord qu'on se retrouve dans les prochaines semaines pour travailler à ça? Vous êtes motivés pour ça? Ok. Donc l'ambition, ce sera aussi de se donner les moyens d'être vu sans doute par des biais intellectuels et des canaux médiatiques qu'on a peu l'habitude d'emprunter. Et ensuite, toutes ces mesures concrètes, Bruno, comment on les porte sur le devant de la scène? Comment on fait qu'un jour, elles deviennent réalité? Je m'adresse au directeur général d'Emmaüs, parce que je pense que Emmaüs a porté depuis quand même plusieurs décennies une capacité à faire adopter, décennie après décennie, des mesures sociales fondamentales par les différents gouvernements. Allemand et très âgé, tu vas fort là. J'étais pas né en 54. Non, très, en conclusion, moi
D'abord, oui, il y a un constat qui nous rassemble. Oui, moi je suis assez d'accord pour qu'on se retrouve pour écrire quelque chose ou tourner quelque chose. Surtout, moi j'ai envie de faire un message aux gens qui nous entendent, puisqu'on a voulu tous faire des messages positifs. Venez ici à cette maison des réfugiés, voir ce que tous les acteurs associatifs sont en capacité de faire. Bon, il y en a un qu'on n'a pas cité, alors je vais le citer parce qu'en plus il est animé. Merci aussi à Singa qui coporte cette maison des réfugiés avec nous et avec tous les acteurs. Donc soyez aussi curieux et soyons peut-être un peu mieux communicants. Merci à tous pour votre présence. On va rendre l'antenne d'ici 30 secondes. Je voulais remercier aujourd'hui qui étaient présents avec nous, outre Bruno Morel, directeur général d'Emmaüs Solidarité, qui vient de conclure, François Héran, Yann Brossa, Paolo Artini, Pascal Brice, Fabienne Lassalle, Delphine Rouillot et Aruna So. Aruna qu'on va retrouver, je crois, peu après dans le programme, puisqu'on a des ateliers cuisine qui vont suivre et il va troquer le micro main pour le micro cravate. Merci à tous et Eusge, Sophie, je vous rends la parole.